Rebonjour. Donc nous avons terminé la question, nous avons répondu à la question numéro 13. On va voir maintenant la question numéro 14. Cette question vous dit, en faisant abstraction des importations, vous considérez que les importations sont nulles, pour simplifier, la question, calculez la valeur de la production de chaque branche induite par une hausse de la demande finale du produit de 20%. Calculer la valeur de la production de chaque branche induite, c'est-à-dire conséquente, à une hausse de la demande finale en produit 2. Donc l'exercice il est clair. On augmente, donc on pose l'hypothèse suivante. La demande finale du produit 2 augmente de 20%. Quelles seraient les répercussions de cette augmentation sur le niveau, sur la production de chaque branche? Bien sûr, là, vous savez, vous devinez quelle est l'équation qu'il faut utiliser. C'est l'équation que nous avons déjà vue dans les séances précédentes. C'est l'équation qui permet d'exprimer la production en fonction de la demande finale. Et ça s'appelle l'équation structurelle. Donc, c'est l'équation structurelle qui permet de calculer, de déterminer la production des branches suite à une élévation, suite à une hausse de la demande finale. Donc, vous utilisez l'équation structurelle. Dans ce cas, on vous demande de calculer la production P en fonction de la demande finale Y. Cela revient à utiliser l'équation structurelle suivante. P est égal à I moins 1 exposant moins 1 fois Y moins M. Bien sûr, on va faire abstraction de M. On va considérer que M c'est nul. Donc l'équation va revenir à celle-ci. Donc d'abord je dois déterminer la demande finale en produit 2. Je vais revenir au TES, voir la ligne numéro 2. C'est le produit, la ligne numéro 2, c'est le produit numéro 2. Je vais voir sa demande finale, je vais faire la somme. 90 plus 80 plus 20 plus 10. Donc la demande finale en produit 2 est égale à 200. La demande finale en produit 2 dans le TES que je vous ai donné est égale à 200. Donc je vais multiplier 200 par 20%. Donc 20% de 200 est égal à 40. Ça veut dire que par hypothèse, je vais considérer que la demande finale en produit 2 va augmenter de 40. Donc la variation de la demande finale du produit 2, 40. Et j'applique là l'équation structurelle. Bien, ça c'est la formule. P, c'est le vecteur de la production, c'est P1, P2, P3, c'est ce que vous voyez. I moins 1 exposant moins 1, c'est donné. C'est une donnée d'exercice, c'est le début de l'exercice, c'est la matrice qu'on appelle la matrice des influences globales. C'est donné, vous la prenez. Donc vous avez P1, P2, P3, c'est ce qu'on vous demande de calculer. Vous avez déjà la matrice des influences globales, I moins 1 exposant moins 1, c'est donné dans l'exercice. Vous la multipliez par le vecteur de la demande finale. Donc vous considérez que Y1 ne change pas, Y3 ne change pas, seul Y2, c'est-à-dire seule la demande finale du produit 2 qui change. Il va augmenter de 40 unités, c'est ce que vous avez calculé précédemment. Donc vous faites la résolution de cette équation et ça va donner directement le niveau de la production de chaque branche suite à l'augmentation de la demande finale du produit 2 de 40. Et ça vous donne ça. Donc après la résolution de l'équation, vous aurez que la production de la branche 1 va augmenter de 43,2. La production de la branche 2 va augmenter de 84 et la production de la branche 3, il va augmenter de 43,6. Donc le dernier vecteur, ce sont les variations de la production de chaque branche suite à l'augmentation de la demande finale du produit 2 de 40. Bien évidemment, là, l'astuce consiste à savoir qu'il faut utiliser l'équation structurelle. Et tout le reste, c'est une affaire de calcul. Donc, c'est l'équation structurelle qu'il faut utiliser parce que c'est elle qui permet de calculer la production en fonction de la demande finale. C'est-à-dire la variable déterminante, c'est la demande finale et la variable à déterminer, c'est la production. Voilà la réponse à la question numéro 13.
Donc, suite au commentaire de la question, donc suite à la hausse de la demande finale du produit 2 de 40, les productions des branches 1, 2 et 3 augmentent respectivement de 43,2, 84 et 43,6. Pardon, donc là, j'ai la question numéro 5, numéro 15. Une autre question. Si la production de la branche 3 augmente de 15%, quelle serait la valeur de la demande finale pour chaque produit? Là, j'inverse la question. Hein? La question 15, c'est l'inverse de la question numéro 14. Dans la question numéro 14, on a fait varier la demande finale et on vous demande de calculer les répercussions sur la production. Et là, c'est l'inverse. On varie la production et on vous demande de calculer les répercussions sur la demande finale. Bien sûr, il faut changer l'équation. Il s'agit ici d'utiliser l'équation, ce qu'on appelle l'équation de la demande finale. C'est l'équation qui permet de calculer la demande finale en fonction de la production. C'est-à-dire les deux variables changent de place. La variable déterminée devient la variable déterminante. Ça s'appelle l'équation de la demande finale. Donc voilà, dans ce cas, il s'agit de calculer la demande finale Y en fonction de la production P. C'est utiliser l'équation de la demande finale suivante. Y est égal à I moins 1 P plus M. Bien sûr, on va considérer comme est nul. On va retenir uniquement l'équation suivante. Y est égal à I moins 1 fois P. Donc on a la production de la branche 3 qui augmente de 15%. La production de la branche 3 est égale à 500 dans le TS, fois 0,15, ça me donne 75. Voilà, donc le vecteur que je cherche est égal à la matrice de Leontief, à I moins A, fois le vecteur de la production. Donc vous voyez, la branche 3 change de 75. Le niveau de la branche 1, 0, il ne change pas. Le niveau de la branche 2, il ne change pas. Par contre, le niveau de la branche 3, il va augmenter de 75. C'est ce que vous voyez, c'est dans le vecteur de production. Donc, vous faites la multiplication matricielle et ça va vous donner le vecteur que vous voyez. Moins 21, moins 19,5, plus 56,25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reviens, s'il vous plaît, à la question. Ça veut dire que lorsque l'interprétation de ce calcul, lorsque vous augmentez la production de la branche 3 de 75, cette augmentation entraîne la diminution de la demande finale du produit 1 de 21, la diminution de la demande finale du produit 2 de 19,5, l'augmentation de la demande finale du produit 3 de 56,25. C'est tout à fait normal, parce que lorsque vous augmentez la production d'une branche, tout en laissant stable les autres branches, cette augmentation de la production d'une seule branche, il va demander plus de produits des autres branches, donc ces produits vont être consommés dans la consommation finale, ce qui va réduire la consommation, Lorsque vous augmentez la production d'une branche, tout en laissant stable les productions des autres branches, ça veut dire que vous allez utiliser plus de produits des autres branches dans la consommation intermédiaire, ça veut dire que ça va vous réduire la demande finale. C'est ce que vous voyez ici. La production de la branche 3 augmente de 75, puisque les autres branches n'augmentent pas leur production. Comment répondre à cette demande de la branche 3? C'est en réduisant la demande finale. Vous voyez, donc la demande finale du produit 1 diminue de 21, la demande finale du produit 2 diminue de 19,5, alors que la demande finale en produit 3, il augmente de 56,25. Je passe à la question suivante. Sachant que la consommation finale des non-résidents sur le territoire économique national est de 70 et la consommation finale des résidents dans le reste du monde est de 50, calculez la valeur de la consommation finale nationale. Vous avez déjà ces formules dans le cours, il suffit de les utiliser.
Donc la consommation finale nationale est égale à la consommation finale intérieure, moins la consommation finale des non-résidents sur le territoire, plus la consommation finale des résidents sur le reste du monde. Donc vous appliquez ça, vous allez trouver que la consommation finale nationale est égale à 270. Donc c'est une question de calcul. Et c'est une question d'utilisation des formules que vous avez déjà dans le cours. Question 17. Sachant que les soldes des revenus produits avec le reste du monde et des transferts courants avec le reste du monde sont respectivement de moins 30 et de 70, calculez les agrégats suivants. Donc, vous connaissez les agrégats, vous avez les formules de tous les agrégats dans le cours, il suffit de les utiliser à partir de ce TES-là. Donc, PNB est égal au PIB plus les revenus produits avec le reste du monde, est égal à 420. Donc, j'applique purement et simplement les formules des agrégats dans le cours. La même chose ici, le revenu national disponible brut est égal au produit national brut plus les transferts courants reçus du reste du monde, moins les transferts courants versés au reste du monde est égal à 490. Les parts nationales brutes, c'est le revenu national brut disponible moins la consommation finale nationale est égal à 220. La dépense nationale brute est égale à la consommation finale nationale plus la FBC plus les stocks plus les exportations. Vous remplacez chaque variable par sa valeur dans le TES, vous allez trouver 610. La dépense intérieure brute, c'est la consommation finale des résidents sur le territoire national plus FBCF plus le reste. Vous allez trouver 560. Maintenant, je vais passer des agrégats au ratio. Vous avez dans le cours un ratio, c'est un rapport entre deux agrégats. Alors, calculez les agrégats suivants. Le taux de couverture, c'est les exportations sur les importations fois 100. C'est 25%, c'est-à-dire que les exportations couvrent un quart des importations. 25%. Taux de valorisation, c'est la valeur ajoutée brute sur la production. Ça s'appelle également le taux de transformation, c'est-à-dire le degré de transformation des matières premières. C'est-à-dire la valeur incorporée aux matières premières pour avoir un produit. Vous avez ces 22,5%. C'est-à-dire que dans chaque produit, vous avez 22% de valeur ajoutée. Vous avez une richesse supplémentaire dans chaque produit, dans chaque bien fabriqué, vous avez une richesse supplémentaire de 22,5%. Ce qu'on appelle le taux de valorisation. Et fort à l'exportation, c'est les exportations sur le PIB. 10%. C'est-à-dire que 10% du PIB est exporté. Le taux d'autofinancement, c'est-à-dire la partie de l'investissement financée par l'épargne de la nation. Hein, c'est l'autofinancement. C'est la part de l'investissement que le pays a financé par ses propres ressources. Donc vous faites ce rapport. C'est l'épargne nationale brute sur la FBCF est égale à 97,8%. C'est un très bon taux d'autofinancement, c'est-à-dire que presque la totalité des investissements est financée par les ressources propres du pays. Ce n'est pas toujours le cas, ça c'est un exemple fictif. Le taux d'investissement, c'est-à-dire la part des investissements dans le PIB. Donc vous divisez la FBCF sur PIB, 50%. C'est-à-dire 50% de PIB est investi. C'est bien également. La proportion moyenne à consommer. La proportion moyenne à consommer, c'est le rapport entre deux agrégats, c'est la consommation finale nationale sur le revenu national brut disponible. C'est égal à 270 sur 490. Toutes ces données sont dans le TES. J'applique les formules. Donc 55%. Ça veut dire que plus que la moitié du revenu d'un pays est consommé à titre final. La proportion moyenne à épargner, c'est le complémentaire par rapport à 100 de la proportion moyenne à consommer, parce que l'épargne, c'est un résidu de la consommation. Vous avez un revenu, une partie est consommée et l'autre partie est épargnée. Donc vous avez la proportion moyenne à épargner, c'est l'épargne nationale brute sur le revenu national disponible brut, est égal à 44,90. C'est le complément par rapport à 100 de la consommation, de la proportion moyenne à consommer.
Je vous remercie et à la prochaine fois.